Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver cette semaine encore dans le cadre de cette émission Politico qui parle politique et cela sans filtre. Chaque vendredi, on revient sur les faits qui ont marqué l'actualité en République démocratique du Congo. On va encore une fois de plus ce vendredi parler de ce dialogue. Chacune des parties invitées à ce dialogue pose ses conditions, y compris le gouvernement, représenté par le chef de l'État qui a cette semaine mis sur table ses conditions devant la représentation internationale, donc les ambassadeurs qu'il conviait pour les vœux de 2026. Au passage, l'opposition a eu aussi à réagir. On a noté la réaction d'ensemble de Moïse Katumbi, mais également de celui qui se réclame toujours de l'opposition, mais qui est incarcéré pour détournement de fonds publics, Constant Mutamba. On va vous donner aussi sa position par rapport à la convocation du dialogue. Au Lualaba, on décrit la gestion de la province. Madame Fifi Masuka a pointé du doigt le budget 2026 déjà validé par l'Assemblée provinciale sera analysé ce soir par notre invité et j'ai donc le plaisir de lui dire bonsoir, professeur Sylvain Kantolomba, notable du Lualaba. Bonne arrivée. Merci beaucoup, Monsieur Alain. C'est un grand plaisir de retrouver Politico, surtout que c'est la première fois en 2026. J'en profite pour vous dire meilleurs vœux et mes vœux également aux téléspectateurs de Mikuba. Merci aussi à vous pour avoir accepté notre invitation. À chaque fois qu'on a besoin d'analyses claires sur la situation du pays et de la province, on fait toujours appel à vous. Merci d'être aussi disponible. Merci. Ce dialogue politique que tout le monde attend, tout le monde dit être disposé à y participer, mais tout le monde impose ses conditions, le pouvoir, l'opposition armée, l'opposition politique, mais également la société civile. Tout le monde vient avec sa liste de conditions à remplir avant d'y participer. Est-ce que ce dialogue est-il encore une option possible en RDC? Merci beaucoup, M. Alain. Comme vous le savez, pour nous, les panafricanistes, le dialogue doit être permanent dans une société. Parce qu'il est inimaginable de penser une société sans problème. Mais pour ce qui est du cas particulier du débat autour du dialogue en République démocratique du Congo, il est de bon droit que chaque parti puisse revendiquer ses exigences. Et aujourd'hui, le dialogue se présente comme une recette indispensable. Parce que nous sommes face aux problèmes qui gangrènent notre pays. Nous avons d'un côté la guerre et de l'autre côté, on a des crises politiques nourries par les dernières élections dans notre pays qui amènent sur la table les débats de la légitimité pour les uns et les autres clament leur légitimité. Nous avons encore d'autres crises d'ordre social, s'il faut le dire, des crises sociales que nous avons. Quelle est la situation du Congolais? Il vit comment, ces Congolais, qui est au cœur d'une société considérée comme scandale géologique? Et vous le savez que les derniers rapports de la Banque mondiale nous met en première position. Ouais. Premier pays le plus pauvre du monde, donc vivant en deçà du seuil. Tout ça, ce sont des problèmes. Et face à ces problèmes, dialoguer devient un impératif qui se présente devant tout le monde, gouvernants ou opposants ou société civile. Et pour le cas particulier de notre pays, M. Alain, vous allez voir que lorsque le président de la République s'exprime, il le fait devant les ambassadeurs. Ouais. Or, dans le cheminement de la dynamique politique de notre pays ces dernières années, plus ce sont les organisations, les pays étrangers que nous côtoyons qui exigent les dialogues. Dans le processus de Doha, on vous dit qu'il faut dialoguer. Dans le processus de Washington, il faut dialoguer. Au niveau de l'Union africaine, ils parlent du dialogue. Et eux-mêmes, d'ailleurs, ils ont mis en place un pactel de médiateurs conduits par Faure, le Togolais, le président togolais. Et donc, lorsqu'il répond, ça veut dire, il dit, vous qui me demandez d'organiser les dialogues, voici mes conditions pour aboutir à ces dialogues-là.
Ouais. On va analyser la réaction de les réactions de chacune des parties, le pouvoir, l'opposition militaire et l'opposition politique. Mais d'abord, restons sur la généralité. En entendant cette semaine à Doha, parce que vous avez cité Doha, Kinshasa et Goma, ou plutôt avec les rebelles, ils ont signé un autre accord permettant ainsi l'arrivée de la force internationale au niveau de Uvira. En même temps, à Kinshasa, Félix Tshisekedi lui impose des conditions telles que dialogue il y aura que sur le territoire national. Est-ce que vous trouvez cela contradictoire? Au fait, lorsque le président de la République parle, c'est un vœu pieux. Ce qui serait préférable, c'est d'avoir un dialogue entre Congolais au Congo. Mais ce n'est pas également un péché lorsqu'un dialogue se tient en dehors du pays. Parce que pour qu'il y ait un dialogue, il faut de préalable. C'est notamment la mise en confiance de toutes les parties prenantes. Ouais. La mise en confiance de tous les acteurs. Ça veut dire les lieux participent aussi dans ce processus-là de mettre en confiance les partenaires. Mais lorsque le partenaire ou les acteurs qui vont participer à ce dialogue ne se sentent pas en sécurité à Kinshasa, eh bien, ils ont le droit de dire « nous ne pouvons pas ». Et d'ailleurs, les conditions sociopolitiques actuelles ne peuvent pas encourager un opposant en exil de revenir à Kinshasa pour participer à un soi-disant dialogue. Donc, quand on entend Félix Tshisekedi dire que dialogue il y aura, mais ça doit se tenir sur le territoire national et ça doit être dirigé par les institutions légalement établies, est-ce une autre manière de dire « je ne veux pas du dialogue » ? Oui, je crois qu'il y a d'abord une contradiction qui transparaît. Parce que la République démocratique déjà est en dialogue. La République démocratique du Congo est déjà en dialogue. Comment ça? Le gouvernement congolais est en dialogue à Doha avec les M23. Le gouvernement congolais était en dialogue à Washington avec... Ça, ce n'est pas un dialogue entre Congolais, c'est un dialogue entre le gouvernement et les pantins du Rwanda. Non, je pense que... pas confondre les choses, en tout cas... C'est un jeu de mots. Le parti présidentiel a été très clair, le président lui-même, il a été très clair. En tout cas, le dialogue entre Congolais, il n'est pas en cours. Ce qui se passe à Doha, oui, c'est juste des pantins de Rwandais. Non, je crois qu'à un certain moment, il est important que le discours soit clair pour l'opinion. Nous lisons les textes, M. Alain. Lorsqu'ils signent leurs textes, ils disent les partis ont convenu. Vous ne trouverez nulle part où on vous dit les pantins et le gouvernement ont convenu. Tous les textes signés à Doha sont là. Nous les lisons. Et une fois de plus, pourquoi on n'a pas fait acter là-dedans on signe avec les pantins, mais on signe avec le mouvement M23. Pas même soutenu par le Rwanda, ce n'est pas dit. Le texte sont là. C'est la même chose encore pour le cas de Rwanda. La RDC n'a pas pu faire acter dans l'accord que le Rwanda est un pays agresseur. À Washington. À Washington, justement. Et là également, on dit que c'est un accord entre la RDC et le Rwanda. Et donc, nous sommes partis, où nous avons fait partir le Rwanda du pays agresseur au pays partenaire. Et donc, lorsque nous clamons une qualification, nous devons l'assumer jusqu'au bout. Et même dans le texte que nous signons avec ces gens-là. C'est de cette manière-là que nous serons cohérents dans notre manière de faire. Je disais qu'il y a une contradiction. Les discussions, les dialogues, c'est une discussion qui se tiennent à Doha. Ça ne se tient pas à Kinshasa. Et d'ailleurs, en termes de jurisprudence ou en termes de droit comparé, aujourd'hui, il y a plusieurs cas de dialogue qui ont eu lieu en dehors de Kinshasa et qui ont permis à la République d'avancer. Et le plus grand, c'est Sun City. Sun City, oui, mais c'était à l'époque de Joseph Kabila qui est un traître rwandais. C'est pour ça qu'il avait promis et plutôt c'est comme ça qu'il avait accepté que ça se passe en dehors du territoire national. N'oubliez pas que Joseph Kabila est reconnu coupable et condamné à mort. Monsieur Alain, je laisse ce débat à ceux qui veulent se vautrer dans cette catégorie d'eau-là. Mais je crois que moi, étant un Congolais, et je pense que nous devons rester dans la réalité de fait. Parce que si cette caricature-là était celle-là, le président Félix allait-il accepter de faire remise et reprise avec un traître en pompe?
comme on l'a fait. C'est lui qui lui rendait le bâton de commandement. Il a organisé l'alternance. Toutes ces questions-là ne se posent pas. Je disais donc, à Sun City, tous les Congolais se sont retrouvés là-bas. Et la configuration actuelle de la République démocratique du Congo vient de Sun City. La constitution actuelle, c'est là que les acteurs se sont mis d'accord pour dire voici comment nous allons faire marcher notre pays. Pour moi, la question du lié dépend de la sécurité des participants à ce dialogue-là. Et s'il trouve que les lieux qui le conviennent, c'est à l'extérieur, si les moyens sont là, il faut le faire. Mais si c'est à l'interne, il faut commencer par la décrispation de la situation politique. Exactement. Parce que même moi, tu ne peux pas m'inviter, je suis déjà à l'extérieur, vous me demandez de venir à un dialogue et j'apprends qu'on venait de ramasser un ancien président de l'Assemblée, détenu à un endroit gardé secret. Et quelqu'un va se retrouver encouragé d'aller à Kinshasa dans cette condition-là. Donc, en définitive, on retient quoi comme réponse à cette question? Est-ce que les conditions imposées par le président Tshisekedi, c'est un non déguisé? Les conditions laissent transparaître un flou entretenu. Il ne veut pas du dialogue. Oui, il dit je veux le dialogue, mais voici. Or, la condition ou les conditions qui suivent constituent, comme je vous ai dit, une certaine dose de contradiction. Parce que si dialogue il y a, vous dites, c'est à l'extérieur. Si dialogue il y a, ce sont les institutions. Or, les institutions que nous avons sont mises au banc par l'opposition. En disant que vous n'avez pas de légitimité, nous vous contestons. Et comment ces institutions-là vont convoquer un dialogue? Voilà pourquoi les uns pensent qu'un dialogue convoqué par les institutions en place ressemble à une réunion de l'Union sacrée. Mais est-ce que dans le fond... C'est important que le président de la République puisse privilégier un bon atterrissage par la voie de dialogue en laissant les médiateurs, n'est-ce pas, s'occuper de ces questions-là. En lieu et place de dire, ce sont les institutionnels. Alors que les institutionnels font partie du problème. Ouais, comment est-ce que vous pensez qu'on va sortir de la crise si on part déjà en se disant qu'on ne va pas considérer les institutions en place, mais les résolutions de ce dialogue, qui va les mettre en pratique si ce n'est les institutions qui sont déjà en place, la justice, le gouvernement, le Parlement? Qui va exécuter les recommandations de ce fameux dialogue que tout le monde appelle? Oui, M. Alain, vous savez que lorsqu'il y a un dialogue, les partis se regardent d'égal à égal. Ça veut dire, chaque parti... Vous voulez dire que le gouvernement va se regarder d'égal à égal avec les rebelles mais c'est ça du le dialogue. M23? C'est ça le dialogue. Et c'est ce dialogue-là parce que si le gouvernement était... prenez les textes signés par le gouvernement et le groupe M23. Okay. En tout cas, il le dit, les partis conviennent, les partis décident. Donc, ils sont au même niveau. Et c'est ça le problème justement du dialogue. Ce dialogue pouvait être évité si, par exemple, le gouvernement pouvait mettre en place une puissance de feu qui nous permet de neutraliser les groupes armés. Et vous voyez qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Si le gouvernement pouvait améliorer sa gouvernance pour qu'il n'y ait pas la danse de détournement décriée par tout le Congolais, si la justice, si les institutions pouvaient bien fonctionner, si le peuple congolais pouvait se retrouver dans cette gestion-là, je crois qu'il n'y aurait pas de problème. Maintenant qu'il y a un problème, nous devons tous avoir le courage de dire qu'il y a problème, nous sommes des Congolais, est-ce que nous ne pouvons pas nous asseoir, discuter de problèmes qui sont les nôtres, bien que vous soyez du régime et bien que vous soyez de l'opposition. Parce que le dialogue ne peut se tenir lorsqu'il y a des compromis. On doit se mettre d'accord, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Le dialogue que j'évoquais tout à l'heure de Sun City, le gouvernement ne s'était pas targué du poids de dire « c'est moi qui ai l'impérium ». Non, vous avez vu, il a accepté, Kabila, je voulais dire, de diviser le règne avec 4 vice-présidents. Vous pensez qu'il le faisait de son propre gré? Je crois non. Mais à un certain moment, il faut savoir abandonner
Hein, lorsque vous allez dans un dialogue, il faut savoir faire de concessions, faire des sacrifices. Mais au départ, d'abord pour le moment, c'est normal que chaque parti puisse avoir ses exigences. Et ce sera maintenant le travail de médiateurs qui vont mettre en réunion, collectionner les desiderata, le cahier des charges de chaque composante, ensuite passer maintenant dans les négociations, hein, pour dire est-ce qu'ici vous ne pouvez pas lâcher, ici vous ne pouvez pas faire ceci, pour que finalement ces dialogues puissent accoucher d'un consensus national. Et ce consensus qui va nous permettre de parler finalement développement en lieu et place, de parler des crises dans notre pays. Est-ce que vous pensez que la sortie du président Tshisekedi devant les ambassadeurs a humilié ses homologues togolais et angolais, eux qui étaient impliqués, en tout cas qui ont fait évoluer les positions des uns et des autres ces dernières semaines sur la question du dialogue? En fait, ces positions-là mettent mal à l'aise les médiateurs. Hein, ce sont des positions qui mettent dans une mauvaise posture les médiateurs, qui peuvent également nourrir des doutes sur la volonté elle-même de vouloir tenir ces dialogues. Parce que partout, on réclame le dialogue. Luanda, hein, chez Lorenzo, vous êtes chez les Togolais, vous êtes à Doha, et même à Washington. Doha, Washington, et même l'Union européenne. Ouais. J'ai suivi même, je crois, récemment, hier, la Commission des affaires étrangères du Sénat, qui est revenue sur la nécessité du dialogue. Et d'ailleurs, les sénateurs ont été même un peu directs, demandant au gouvernement congolais de neutraliser les FDLR ainsi que le Wazalendo, hein, qu'ils considèrent comme ceux qui sont à la base de plusieurs violations. Bon, que voulez-vous? Maintenant, lorsque le président répond de cette façon-là, ça peut mettre en doute, hein, les acteurs qui sont impliqués. Voilà pourquoi les réactions de l'opposition et des autres acteurs de notre société n'ont pas tardé. Oui. En accusant d'ailleurs directement que le président ne veut pas du dialogue. Exactement. Pourtant, le président, dans sa rhétorique, je veux le dialogue, mais à condition. Oui, maintenant, ces conditions-là mettent également à mal le caractère inclusif du dialogue. Du dialogue. Pourtant, lui-même, il l'a dit. Il l'a dit, un dialogue inclusif. Voilà pourquoi je vous ai parlé de contradiction dans les conditions énoncées par le président de la République. Dialogue inclusif, mais je ne veux pas avec tel, je ne veux pas. Oui, il a précisé, ça sera un dialogue sans les criminels. Bon, qui est criminel? Ah, là c'est... criminel, on voit déjà ceux qui ont pris les armes. Hein. Bon, peut-être qu'il faut lui poser la question pour nous clarifier qu'est-ce qu'il appelle criminel. Parce qu'il s'est arrêté à criminel. Et vous savez, on peut avoir des criminels impliqués dans des crimes de guerre. Économiques. Hein? Il y a aussi des criminels économiques. Hein? Ça veut dire... Dans ces dialogues, nous n'aurons pas tous ces pillards qui sont dans le gouvernement. Hein, tout le scandale de pillage, les scandales de détournement, c'est un crime économique. Ouais, hein, ce sont des délinquants. Ouais, parmi ces... Alors, ce sont des criminels également. Ouais. Est-ce qu'ils ne seront pas de la partie? Et si on doit parler de crimes en termes de guerre, mais déjà à Doha, ils sont entre les deux belligérants, hein, qui négocient. De quel criminel dont on parle? Bon. Est-ce que dans l'Union sacrée, il n'y a pas des anciens rebelles? Ils sont là. Qui ça? Mais le MLC, le RCD, tout ce monde qui était dans ce groupe, qui ont retrouvé ou qui ont rejoint le camp gouvernemental avec le dialogue de Sun City. Voilà, ils sont maintenant, ils ont accepté d'abandonner. Nous n'allons pas effacer l'histoire, M. Alain. L'histoire reste. Oui, hein, ils sont nombreux. Ça, c'est le passé. Bon. Sun City, bon, on va dire qu'on a remis les compteurs à zéro. Ils ont été dans des groupes armés. Hein. Ils sont là, les Lambert Mende, les Jean-Pierre Bemba. Ils sont nombreux, ces acteurs-là, qu'on avait vus. Même les kabylistes aussi étaient une fois aussi des rebelles. En tout cas, je dis qu'il y a beaucoup d'acteurs, parce que même ceux qui étaient dans le groupe rebelle, il y en a qui ont rejoint le PPRD par après, oui, pour gouverner. Si on va dans cette logique, seuls les moboutistes et l'UDPS peuvent rester autour de la table. Voilà pourquoi j'ai dit, nous risquons d'avoir personne autour de la table, au fait. Okay. Oui, parce que lorsqu'on dit criminel, et quand nous revenons dans le passé, que ce soit les moboutistes, même l'UDPS, qui a soutenu certains groupes
Oui, hein, sans jamais prendre les armes. Donc, il faudra qu'on précise. Lorsqu'on parle de criminels, pour moi, je me dis, d'abord, le dialogue, M. Alain, je le pense à 3 niveaux. Okay. Hein, pour que le dialogue puisse résoudre le problème, je le pense à 3 niveaux. Ça veut dire on doit avoir un dialogue sur le plan sécuritaire qui inclut les groupes armés. Hein, qu'on se mette d'accord, qu'on dépose et puis que nous puissions regarder dans la même direction. Et un dialogue avec les politiques. Hein, ceux qui évoquent les élections chaotiques de 2023, ceux qui reprochent la gouvernance actuelle, ainsi de suite. Et les politiques discutent entre eux. En troisième position, moi je crois qu'il faut que le peuple aussi puisse être convié à travers les communautés. Les peuples, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous avons un peuple qui n'a pas confiance dans sa classe politique. Comment ça, le peuple a décidé à plus de 73% de donner le pouvoir à Félix Tshisekedi et de lui donner une très large majorité au Parlement. Tout à fait. Vous allez encore consulter le peuple par quel moyen? Le peuple a déjà été consulté en 2023. Vous savez que le peuple consulté, entre guillemets, avec la majorité écrasante donnée a été précédé par le basculement d'une majorité parlementaire en pleine législature. C'est une page Non, c'est l'histoire de notre pays. Oui, mais l'élection de 2023, tout le monde devrait y participer. Non, j'y arrive, monsieur Alain. On a basculé la majorité en pleine législature. Ensuite, nous avons des élections. Et ces élections, nous connaissons tous comment les machines se sont promenées entre les mains des individus et comment le politique s'est trouvé avec des machines. La Cour constitutionnelle a même reconnu la décision invalidant certains candidats. Mais simplement, elle n'avait pas dit que les voies ou les corruptions ou la fraude avaient aussi atteint le résultat présidentiel. C'est toute la magie au fait à ce niveau-là. Oui. Comment expliquer? Moi, je suis un enseignant. Comment nous allons dire aux enfants qu'il y a eu fraude, les gens se sont promenés avec la machine, mais ça ne concernait que les résultats des députés et non le résultat présidentiel. D'autant plus que ce sont les élections couplées qui se font le même jour. Oui, sur un même bulletin. Vous voyez, ce sont des crises en fait. Ce sont des germes de crises que nous avons aujourd'hui. Et malheureusement, en droit, il y a un principe qui dit la fraude corrompt tout. Donc, la Cour constitutionnelle, si j'ai bien compris, une fois la CENI sanctionne des gens, reconnaît qu'il y a eu de fraude, devait annuler toutes les élections. Parce que c'était des élections couplées. Mais ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est parmi les sources de problèmes que nous avons sur le plan politique, sur la question ou sur le débat des légitimités. Oui, donc si j'ai bien compris, le dialogue doit se dérouler à 3 niveaux. Le premier niveau avec les belligérants armés, deuxième niveau le politique. Vous allez venir contester l'élection de Félix Tshisekedi. Et troisième niveau, le peuple aura aussi droit à la parole. D'autant plus qu'on a une classe politique dans laquelle le peuple ne se retrouve pas. Oui, mais à partir de quel moment on va mettre dehors le Rwanda? Non, en fait, tous ces 3 niveaux-là, le Rwanda est concerné à quel niveau? Tout le monde est d'accord, y compris la communauté internationale, qu'il y a une présence militaire rwandaise en RDC. Quand est-ce que, au niveau de ces 3 dialogues, nous allons foutre, excusez-moi l'expression, le Rwanda dehors? Je crois que le foutre dehors, c'est une bonne expression. Je ne sais pas chez eux ici. C'est notre pays. Mais, M. Alain, une fois encore de plus, là où il y a une sorte de cacophonie, nous avons signé un accord avec le Rwanda sous l'égide de Washington. Dans cet accord, contrairement au rapport des institutions internationales et des autres organismes qui reconnaissent la présence du Rwanda aux côtés des M23 et dans notre pays, mais dans cet accord-là, le Rwanda dit que moi j'ai les mesures défensives que j'ai positionnées à la frontière. Et nous avons signé. Nous n'avons pas fait acter que le Rwanda était le pays agresseur, était sur notre territoire, mais nous avons laissé le Rwanda faire acter sa position de dire ils ont les mesures défensives. C'est un langage diplomatique. Mais il se retrouve dans l'accord. Et l'accord, c'est la loi des partis. Okay. Donc, M. Alain, ces questions-là où Rwanda, qui n'est pas seul, qui est soutenu par beaucoup de forces obscures pour déstabiliser la République démocratique du Congo,
trouve la porte d'entrée par les frustrations internes, par les divisions internes et par des crises internes. Mais une fois nous acceptons, nous faisons les sacrifices de nous unir en tant que Congolais, de faire un bloc pour dire regardons dans la même direction, arrêtons cette histoire de président, de groupe parlementaire, regardons dans la même direction, nous sommes en retard. Plus de 66 ans après l'indépendance, est-ce que nous ne pouvons pas aussi démarrer la machine? À ce moment-là, l'extérieur n'aura pas de porte par où entrer. L'extérieur a la possibilité de nous envahir par toutes ces forces négatives autour de nous, parce que ça brille à l'intérieur, nous n'arrivons pas à mettre le Congolais dans la même direction. C'est ça la grande équation. Et moi, je crois, les Congolais sont capables de dire, regardons dans le miroir, est-ce que nous ne pouvons pas relever nos têtes pour être en accord, en cohérence avec notre hymne national et regarder dans la même direction, penser reconstruction du pays plus de 60 ans après notre indépendance. La cohésion nationale pour faire barrage face aux Rwandais. On a bien noté votre position, votre analyse, professeur. Il y a eu des réactions au discours du président de la République face aux ambassadeurs. La première, celle de l'ensemble de Moïse Katumbi. Ils sont catégoriques. C'est non. La proposition de Félix Tshisekedi ne passera pas. Il qualifie de simulacre la proposition du dialogue de Félix Tshisekedi. Ça ne doit pas se dérouler sous ces conditions, étant donné bien sûr que Katumbi lui-même, le président de ce parti, est en exil parce qu'il craint pour sa sécurité. Ses cadres ont été soit emprisonnés et l'un d'eux est décédé dans des circonstances que la justice a qualifiées de suicidaires. Est-ce que cette position de l'ensemble de Moïse Katumbi facilite le dialogue? Au fait, la position de Katumbi, c'est une réaction. Oui. Hein, et c'est une réaction à la position du président de la République s'adressant aux ambassadeurs. Oui. Bon, comme je vous ai dit, avant les dialogues, chaque parti confesse et caresse ses exigences. Et donc, il est normal que chaque parti puisse en avoir. Et il faudra qu'il y ait maintenant une troisième partie ou une institution qui va faire table rasa, n'est-ce pas, de tout le cahier des charges. C'est ça le rôle de la médiation. Ouais. Donc, pour moi, les uns et les autres, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'opposition via Moïse Katumbi ou via Sauvons la RDC, ainsi que d'autres plateformes, ils ont droit d'exhiber leurs cartes. Mais quel médiateur est capable de mettre tout le monde autour de la table, étant donné que pour Kinshasa, Kinshasa semble prêt à accepter la médiation de tous les chefs d'État du monde entier, sauf de la SENCO. Alors que toutes les autres parties ouais. au conflit semblent, elles, prêtes à accepter la médiation des Congolais, notamment des SENCO et de l'SCC. Comment on va arriver à régler cette équation? Et ce qui est encore bizarre, c'est que lui, Félix Tshisekedi, qui accepte la médiation du monde extérieur, n'est pas pour un dialogue à l'extérieur du pays. Et ceux qui acceptent la médiation des Congolais ne sont pas pour un dialogue au Congo. Mais vous avez peint un tableau très excellent de la contradiction entre les partis. Ouais. Ouais. Monsieur Alain, comme vous le dites, les autres sont dans la logique de dire c'est un dialogue congolo-congolais. À ce moment-là, nous avons des gens capables d'officier ou d'offrir les bons offices pour parler. Et c'est l'Église catholique et l'ECC. Ouais. Et pourquoi? Parce que hier, nous l'avions vu dans les pourparlers de la Saint-Sylvestre et que le résultat était là. Et curieusement, hein, parmi ceux qui étaient dans les pourparlers de Saint-Sylvestre, il y avait l'IDPS aujourd'hui au régime. Bon, aux affaires. Et donc, maintenant, de l'autre côté, le gouvernement dit dialogue oui à Kinshasa, mais pas avec les CC et Senko. Ceux qui étaient avec eux hier. En fait, pour moi, toutes ces contradictions révèlent le caractère conflictuel de notre société. Le dialogue est impossible. Nous avons une société minée par des crises de confiance. Voilà pourquoi il faut un sursaut patriotique pour qu'on accepte que les acteurs puissent se retrouver autour d'une même table. Et je crois que le peuple devait même les exiger.
Hein, et dire, mais finalement, dans votre guéguerre entre acteurs politiques, c'est la République qui paye le lourd tribut. Hein, et c'est la population qui continue à être tuée avec des guerres interminables. Je crois qu'il faudra que les uns et les autres puissent mettre l'ego de côté. Au gouvernement, hein, de cesser de dire qu'on a eu un score vertigineux, hein, et un score sans appel. Bien sûr. Hein, et malheureusement, ce score est contesté par les autres. Et les autres aussi, n'est-ce pas, ils doivent accepter. Voilà pourquoi j'ai parlé du compromis comme mécanisme nécessaire pour permettre à ce que les gens se retrouvent autour d'une même table. Rapidement. Sinon, nous resterons dans des exigences qui vont créer ou garder diamétralement opposées toutes les parties. Merci. Et on n'avancera pas. Merci, professeur. Je veux une réponse courte parce qu'il faut qu'on parle du loi là-bas et on n'a plus malheureusement beaucoup de temps. Il y a eu aussi la réaction de celui qui est... On ne sait pas de manière officielle incarcéré ou pas, mais en tout cas, il n'est pas en liberté. Constant Moutamba, qui est condamné pour détournement de biens publics, il se qualifie toujours comme leader de l'opposition républicaine. Et de là où il est incarcéré, il pose aussi ses conditions. Il demande notamment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la décrispation, notamment avec la libération des leaders d'opinion et des opposants qui sont incarcérés et victime d'une justice inique. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on l'écoute lui aussi? On parlait tout à l'heure des criminels. Est-ce qu'il est sur la liste des criminels que désigne Félix Tshisekedi, ou il a aussi droit à la parole et droit de participer à ce fameux dialogue? Dès lors que le président de la République n'a pas adjoint un adjectif au mot ou au nom criminel, je crois que les Congolais sont libres d'ajouter autant. Donc voilà pourquoi je vous ai dit qu'il ne l'est pas finalement. Bon, c'est un Congolais, il a le droit de s'exprimer, mais c'est un condamné aussi. Ouais. Hein, qui purge, je ne sais pas où sa peine, parce que moi, je n'ai pas l'information de là. De manière légale, il n'est pas censé être en prison parce qu'il est condamné aux travaux forcés. Bon, il les exécute où? Bon, toutes les questions sont là. Okay. Bon, je suis quand même heureux qu'il ait parlé d'une justice inique, parce que lui-même, avant de se retrouver là, il était ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et bon, la justice déjà qualifiée de malade par le président de la République. Bon, tout le monde a droit à la parole et tout le monde peut s'exprimer, d'autant plus que le Congo, c'est un patrimoine commun. Demander la libération donc de ce qu'il appelle des condamnés injustes, dont lui... Est-ce que vous... En d'autres termes, c'est dire libérez-moi aussi pour que je participe au dialogue. Oui, c'est un appel de pied. Oui, est-ce que c'est logique? Est-ce que ça doit être analysé au moins? Oui, c'est un acteur politique hein, qui est connu dans notre pays lorsqu'il s'exprime. En d'autres termes, ma question c'est, est-ce qu'on va remettre en question les décisions de justice pour permettre aux condamnés définitifs de participer, parce que lui il est un condamné définitif, de participer au dialogue? Pour raison de paix, pour moi, s'il faut des mesures de décrispation, il faut réexaminer son cas. Si on réexamine son cas, il faut réexaminer le cas de Kabila, de Corneille Nangaa, qui sont tous des condamnés. Oui, tous les cas emblématiques dont les procédures ont été biaisées, reprochées, parce que quand vous suivez Matata, et donc il y avait absence de la justice. Donc toutes ces questions-là, il faudra effectivement que l'on fasse un effort pour dire, bon, est-ce que nous ne pouvons pas remettre le compteur à zéro? Ça ne s'appelle pas, parce que je vois d'autres qui pensent qu'on ne peut pas blanchir tout le monde. Ouais. Mais on ne peut pas blanchir tout le monde. Qui vous a dit que le gouvernement est blanc? Donc c'est tout le problème. Parce que le gouvernement est aussi au banc des accusés. Oui, mais le gouvernement est couvert par la légitimité et donc on ne va pas lui en tenir rigueur. La légitimité est contestée également. Oui. C'est tout le problème. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un dialogue inclusif, sincère et crédible. On a noté. On change de chapitre. Venons maintenant à présent ici au Lualaba. 2026 commence avec beaucoup de mouvements. On critique beaucoup la gestion de la province par Madame Fifi Masuka. On va commencer par le budget 2026. Est-ce que vous avez eu accès à ce budget qui a déjà été validé par l'Assemblée provinciale? Merci, M. Alain. Le budget est déjà dans sa phase d'exécution. On est déjà au 2e mois. Okay. Hein, c'est parce que le budget s'exécute trimestriellement. Les budgets s'exécutent en trimestre, donc 3 mois. On est déjà au premier trimestre, d'autant plus qu'avant que l'Assemblée ne puisse aller en congé, ils avaient donné les quitus
au budget. Donc, ils avaient voté le budget de l'exercice 2026. Et cet exercice budgétaire donc de 2026 est chiffré à 2599 milliards 110 millions 729 322,55 francs congolais. Ce qui fait combien en dollars? Il faut plutôt appliquer le taux budgétaire qui est retenu, c'est 2900. Donc, je rappelle pour les téléspectateurs, le budget 2026 de notre province était arrêté à 2599 milliards 110 millions 729 322,55 francs congolais au taux budgétaire de 2900. Juste une parenthèse. Le taux, il est autour de 21 depuis septembre de l'année dernière. C'était bien avant que ce budget ne soit validé par la province. Comment est-ce qu'on continue à appliquer un taux de 29? Qu'est-ce qu'on nous cache par le gouvernement? Ce qui est vrai dans la pratique budgétaire, le taux budgétaire est légèrement en avance. Mais ici, il est extrêmement en avance. Jusqu'à c'est que le gouvernement lui-même sait que le taux va revenir à 29 ou pas? Soit le gouvernement a pris une mesure de prudence en mettant... Parce que le taux est national. Okay. Le taux budgétaire est national. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas revu le taux budgétaire? Ça, c'est le gouvernement national. Oui, c'est le gouvernement national qui fixe le taux budgétaire. Il doit être appliqué sur l'étendue. Maintenant, est-ce que les taxes sont collectées au taux de 29? Bon, c'est toute la question pour des taxes qui sont payées en francs congolais. Ouais. Parce que s'ils ne le font pas au taux de 29, eh bien, ils auront de problèmes dans des calculs. Et ça, c'est un autre problème. En fait, le problème, c'est qu'ici, comme on l'a dit, finalement, le gouvernement ne peut-il pas être sincère avec le petit peuple? Ouais. Parce que la baisse du taux de dollar, tout le monde le vérifie, n'a pas amélioré les paniers de la ménagère, mais l'a plutôt aggravé. Et c'est vérifiable. Il suffit de vous exercer à faire une petite conversion en dollars. Vous verrez qu'il y a plus une légère hausse sur le prix en dollars. Malheureusement, les gens sont dans le tape à l'œil. Ils pensent que le franc a baissé, mais faites juste la conversion, vous verrez que rien de spécial n'a été fait. Très rapidement maintenant, parlons des questions qui fâchent sur ce budget. Il semble, selon ceux qui ont eu accès à ces documents, qui devraient être publics, mais on ne sait pas pourquoi est-ce que tout le monde n'y a pas accès. Vous avez eu accès à cela. Il y a certaines ressources de la province qui ne sont pas reprises dans ce budget. Quelles sont ces ressources? Et comment vous expliquez cela, professeur? Monsieur Alain, comme vous le savez, nous avons confié le mandat aux députés et l'Assemblée constitue l'autorité budgétaire. Lorsqu'on les soumet le budget, ils ont le droit de faire parler le gouvernement pour que le gouvernement puisse donner des explications claires, n'est-ce pas? Et le budget est présenté toujours en équilibre. Il y a la partie recettes et la partie dépenses. Et la loi de finances, la LOFIP, voudrait que les dépenses soient conformes aux recettes prévues. Sinon, on tombe dans l'arbitraire et c'est une faute de gestion. Bon, en parcourant l'édit budgétaire dans sa partie recettes, j'ai quand même été tiqué par un élément sur les recettes de péage. Vous savez que le Lualaba... les péages, oui, ça fait débat ces derniers temps. Tout à fait. En dehors de la redevance minière, les Lualaba misent aussi sur les péages pour engranger des ressources, pour construire la province. Mais quand je prends, n'est-ce pas, la feuille de déploiement réservée aux péages sur les ponts et routes d'intérêt provincial, je remarque là-bas qu'il y a Sopeco, la part de Sopeco, donc nous recevons une part. Sopeco, c'est la société qui gère la RN39. Qui gère le péage sur la RN39. Oui, justement. Sopeco gère la RN39 avec ses péages. Voilà. Et là, il y a une part... Société de péage du Congo. Voilà. Il y a les recettes qui seront allouées à la province, représentent 2,5%.
soit 170 000 $ le mois. 170 000 $ le mois seulement? Oui. Tout ce que les camions qui passent payent par jour, le total prévu le mois, c'est juste 170 000. Oui, pour le pourcentage qui reviendra à la province du Lualaba, c'est 170 000 $ le mois. C'est insignifiant. Et pour... il y a aussi la quote-part du Lualaba dans la concession Sopel. Ok. Oui, Sopel. Sopel, c'est la société de péage du Lualaba. Du Lualaba. Comme vous le savez, la société de péage du Lualaba a été créée à la suite de la création de la route bypass. Parce que le gouverneur avait pris un arrêté créant la route bypass, n'est-ce pas, qu'on appelle route contournement. Vous parlez du gouverneur Mouyej. Oui, justement, le gouvernement Mouyej à l'époque. On dit que c'est lui qui a créé cette société et qu'il l'avait mis en son nom. Alors, c'est une société qui récolte les péages pour l'État, mais c'est une société privée avec le nom de Mouyej dedans. Non, je crois que les documents existent. La province crée d'abord par arrêté la route, c'est ce que prévoit la législation. Ils créent la route, mais il se retrouve qu'ils n'ont pas de moyens pour construire cette route. C'est ainsi qu'ils vont penser un partenariat public-privé entre Forest et le gouvernement. Et dans ces partenariats, il fallait trouver le mode de financement des travaux. Et c'est le BOT qui sera privilégié. Building, Operating and Transfer. Ça veut dire on demande à un partenaire de construire une route, de commencer à l'utiliser pour récupérer son investissement, éventuellement un peu de bénéfice. Et pendant qu'il est en train de l'utiliser pour récupérer son investissement, la province également gagne quelque chose. Ouais. Jusqu'à ce que, dès que les remboursements est épuisé, l'ouvrage devient maintenant propriété de l'État. De la province. Et là, dans ces partenariats, la province avait deux postes contre 4 pour l'entreprise. Et dans les 2 postes, d'ailleurs, avant 2022, les 2 postes étaient occupés par le ministre des Infrastructures et le ministre de Finances. Parce que le ministre des Infrastructures, à l'époque, le ministère était entre les mains du notable Norbert Mbangu Mwangal, n'est-ce pas? C'est lui qui représentait la province comme ministre des Infrastructures, parce qu'en tant que ministre des Infrastructures, c'est lui qui devait suivre la qualité de route, est-ce que la route se dégrade, ainsi de suite. Et le ministre de Finances, qui est le même encore jusque-là, M. Mteteke, qui devait s'occuper des questions financières. C'est de cette manière-là que la société a été créée. Je crois, si je m'abuse, c'est en 2022, au mois d'avril, le ministre Mbangu va être remplacé par M. Geoffrey Masuka Saini. Alors, à son temps-là, il était DIRCAB au ministère du budget. Ok. Ouais. Donc, le ministre des Infrastructures qui était présent est sorti. Parce que si la logique devait de garder le ministère des Infrastructures, ça veut dire on devait reconduire un autre ministre des Infrastructures pour représenter la province. Il y a eu donc quand cela ne tienne, les autres considérations, nous ne connaissons pas. Qu'est-ce qui avait milité à ce que le ministre des Infrastructures puisse se voir de aujourd'hui, on est rentré dans la logique. Parce que non, parce que M. Geoffrey est passé de DIRCAB en ministre de Transport et non ministre des Infrastructures. Ok, mais bon, quand même, donc, les statuts de la structure, ça a été bougé un peu. Depuis 2022, il est en train de représenter la province du Lualaba et chemin faisant, il est devenu ministre. Bon, à ce niveau-là, les recettes attendues sur cette route, en attendant que l'entrepreneur ou le partenaire puisse épuiser ou récupérer son investissement, les recettes sont de 5%. 5% et ça indique... c'est la part du gouvernement dans les recettes. Oui, dans les recettes, c'est 150 000 $ le mois. Ok. 150 000 $ le mois, c'est le chiffre qui a été retenu dans la prévision des recettes de cette année. Bon, maintenant, il y a, comme nous sommes dans la rubrique péage, curieusement, il n'y a que 2 péages provinciaux. Parce que là, c'était des sociétés en partenariat. Et maintenant, il y a le péage d'Enzilo et il y a le péage route contournement ouest. Alors que la province a une dizaine de péages disséminés à travers la province. Les autres points de péage ne sont pas repris comme source de... C'est la question que nous devons poser aux élus
pourquoi le gouvernement n'a pas voulu reprendre les autres péages. Et il y a également, à côté des péages, il y a des ponts bascules. Hein, le pont bascule qui génère beaucoup d'argent. Vous savez que... Et ce n'est pas repris dans le budget? Non, en tout cas ici, je n'ai pas retrouvé. La fiche de déploiement de recettes réservée aux péages ne reprend que 2 péages seulement. Le péage d'Inzilo, avec une fréquence de 150 camions par jour. Hein, 150 camions, nombre c'est 150 camions. Et fréquence 365. Et le taux, c'est 45 $. Mais ce n'est pas ça que les camions payent. Ah bon, les camionneurs nous suivent, hein, ceux qui passent par ces péages, ils savent que ils payent combien, mais dans le budget. Quelques reçus des camionneurs, ce n'est pas 45 $. Bref. Mais dans le budget, ils ont repris 45 $. Une fois encore de plus, si c'est par exemple ces 100 $ que les camionneurs payent, pourquoi la province va reprendre 45 $ dans les chiffres dans le budget ne sont pas exacts. Voilà. Alors, on va faire ceci, professeur. Je crois qu'il y a un autre deuxième péage. Les deuxième péages qu'on a repris, c'est les péages de contournement. Et ces péages de contournement n'aura comme production, comme recette que 50 000 $ le 12 mois. Parce qu'il y a nombre unité, fréquence, on a mis 12 mois. 50 000 $. 50 000 $ pour l'année? Oui, pour l'année. Pourtant, quand vous lisez le budget 2025, il y a une rubrique de construction de la route de contournement ou bypass ouest chiffrée à 98 millions de $. Alors moi, je me pose la question, pouvons-nous construire une route de 98 millions de $ pour que cette route puisse nous générer 50 000 $ là? Donc, nous ne serons plus vivants quand on aura récupéré les ressources. Investissement. Je crois que ça pose problème. C'est écrit nombre 1, fréquence 12 mois, 50 000 $. Et le péage d'un Zilo, fréquence, nombre, donc c'est 150 camions par jour. Lorsque vous le multipliez fois 365 jours, donc la fréquence, et fois le taux par camion, oui. 45 $, en lieu et place du taux réel que les camionneurs... 100 $ minimum. 100 $ le minimum. Et curieusement ici, les ponts bascules n'y sont pas. Hein, les ponts bascules, on ne reprend pas. Pourtant, là-bas, c'est 300 $ par camion. Combien de ponts bascules avons-nous? Pourquoi les députés n'ont pas posé de questions? Est-ce que vous pensez que l'Assemblée provinciale a été complaisante avec l'exécutif provincial sur cette question de contrôle budgétaire? Et pour quelles raisons, selon vous? Je crois que l'Assemblée provinciale, une fois de plus, inquiète les électeurs que nous sommes. Dans sa manière de traiter les grandes questions qui engagent la survie de la province du Lualaba. Parce que cette question-là devait préoccuper tous les députés, y compris ceux qui sont de la famille au pouvoir. Je crois qu'il y a des questions avec lesquelles on ne doit pas badiner. Parce que les recettes, selon la LOFIP, toutes les recettes doivent être reprises dans la loi de finances, qui est l'édit provincial ici, le budget. Toutes les recettes doivent se retrouver dedans. Parce que lorsqu'une recette ne se retrouve pas reprise dans le budget, ça veut dire qu'elle échappe au contrôle et elle va dans des voies informelles et dangereuses. C'est ça le problème. Et pourquoi les députés ont-ils accepté ça? Zilo, pour ceux qui connaissent la route Zilo, on est au niveau de Crête. En allant là, si vous êtes là, vous exercez vos yeux, vous n'allez pas accepter que la fréquence soit par jour 150 camions. Ça doit être au-delà. Et que dire maintenant des autres péages disséminés à travers la province? Mais dans tout ça, que fait l'IGF? Ce n'est pas l'IGF qui est censé un peu mettre de la lumière. On l'a vu du temps de Mouyège, ils ont fait leurs enquêtes estimant à 350 millions de $ les détournements faits par Mouyège. Pourquoi est-ce que là, maintenant, avec tout ce que vous nous faites comme révélation, l'IGF reste la grande muette? Au fait, le silence ici risque de rendre l'inspection aussi coupable, comme les députés sont coupables. Parce que les députés font le contrôle
parlementaire et en tant qu'autorité budgétaire, c'est eux en premier lieu. Parce que l'IGF vient après avec un contrôle administratif où il contrôle comment vous avez reçu les recettes et comment vous les avez affectées. Mais le plus grand problème, c'est le départ. Pourquoi les élus ont-ils ont choisi de se taire sur cette question-là? Est-ce qu'ils n'ont pas le temps? Pourtant, ils sont traités correctement. Ou on se poserait également la question, est-ce que c'est dans la logique des rénonciations de leurs prérogatives, ouais, comme ils l'ont fait avec la résolution dans laquelle ils renonçaient? C'était une recommandation nationale. Il faut pas combien de provinces ont voté cette résolution? Non, mais la province du Lualaba, c'est une province qui respecte les instructions du chef de l'État. Notre constitution exonère tout Congolais d'un ordre mal donné. Du moment où c'est un ordre qui viole la Constitution, les députés ne peuvent pas l'exécuter. Ben oui. Ils sont exonérés. Parce qu'il n'existe aucune instruction. Et d'ailleurs, vous allez voir, le ministre de l'Intérieur, le VPM, est un juriste. Il n'y a aucune instruction écrite. Et ils ne peuvent pas signer une instruction leur demandant de surseoir aux prérogatives constitutionnelles. Ça sera très grave, c'est violer délibérément la Constitution. Professeur, donc, vous le savez très bien que les instructions ont été données de manière officielle dans une réunion officielle qui n'était pas une réunion politique, et nos députés provinciaux qui ne veulent pas se soustraire des injonctions des autorités nationales ont tout simplement exécuté cela. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est évidemment le ministre national de l'Intérieur qui transmettait les ordres du président de la République. Faut-il mettre l'Assemblée... Qui est le garant du bon fonctionnement de l'institution. Je crois qu'il faut mettre les députés provinciaux du Lualaba sur la liste des députés les plus dociles, capables d'exécuter une instruction qui viole la Constitution. Parce que sur le 26 provinces, est-ce que, M. Alain, vous êtes un grand journaliste, êtes-vous au courant qu'il y a d'autres assemblées qui ont voté? Je crois qu'il n'y en a que 2. Oui, mais et d'ailleurs, j'ai lu la résolution, je crois, de Kouilou, si je ne m'abuse. Il s'est bien dit que c'est temporaire. Mais ici, chez nous, j'ai lu la résolution, j'ai eu froid aux yeux. Mais l'honnêteté voudrait également, lorsque vous acceptez de renoncer aux prérogatives constitutionnelles et institutionnelles, qu'il y ait des conséquences sur le salaire. Parce que vous êtes payé sur base du travail que vous exécutez. Et le constituant congolais a prévu pour les députés provinciaux la mission de légiférer à travers des édits, la mission de contrôler, et le contrôle peut aboutir aux sanctions. C'est ce qu'on appelle le moyen de sanction. Parce que dans les contrôles, ils ont le moyen d'information. Oui, il y en a, je crois, 5. Et il y a le moyen de sanction par la mise en cause de la responsabilité du gouvernement à travers les motions. Oui, mais l'Assemblée provinciale n'a pas renoncé au contrôle. D'ailleurs, après cette fameuse résolution, ils ont quand même convoqué les ministres de l'Intérieur. Ils ont renoncé au mécanisme de sanction, pas au mécanisme de contrôle. Voilà. Oui. Voilà. Bon, maintenant, comment vous allez contrôler lorsqu'il y a un problème, vous dites nous ne sanctionnons pas? À quoi vaut votre contrôle? Parfois, il faut conseiller. Vous savez, cette province est l'une des rares provinces stables de la République. Il faut quand même saluer cela. Les députés ont quand même la sagesse d'arriver à résoudre des questions difficiles par le dialogue. C'est vous-même qui vantiez ici tout à l'heure les bienfaits, les bénéfices du dialogue en Afrique. Au Lualaba, c'est une valeur qu'on met en avant. Si on arrive par le dialogue, par des conseils, à régler des problèmes, vous voudriez qu'on puisse vivre comme dans l'espace Grand Kassai où les gouverneurs sautent chaque année? Monsieur Alain, les députés ont eu la confiance du peuple. Mais du moment où vous renoncez à vos obligations constitutionnelles, vous avez trahi le peuple. Et donc, il n'y a pas eu de dialogue. Ils ont laissé un gros couloir, un boulevard au gouvernement provincial qui aujourd'hui peut faire ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune sanction qui viendra de l'Assemblée. Parce que je viens de vous donner les cas ici. Bon, est-ce que le gouvernement peut-il être convoqué par l'Assemblée? Pour quelles sanctions? Parce que même ils ont mis en berne les sanctions. Mais il peut être convoqué pour être conseillé, pour être orienté. Oui, mais je crois que la gestion publique a ses règles. Et il faut respecter le principe de la gestion publique. Regardez aujourd'hui la ville de Koulouzi et le Lualaba. Regardez les routes. Monsieur Alain, vous faites le tour, je vous vois avec votre véhicule. Vous êtes un journaliste de terrain. Regardez comment les routes se dégradent. Il y en a qui se dégradent même en moins de 5 ans.
Qu'est-ce qui se passe? La pluie est abondante. Je peux vous envoyer sur plusieurs avenues, monsieur Alain. Vous allez ici sur l'avenue industrielle. Regardez ces images. On dirait qu'on est sur la route d'Ilolo. Prenez l'avenue Polo à la Cité. Prenez Mangui. Même au croisement Mangui et Ikuku. En face pratiquement du mall, vers Mwangeji. Allez voir dans quelles conditions ces routes sont. Allez dans le quartier latin, à côté du gouvernorat. La route Isaïnga. On manque même des dalles pour permettre aux véhicules de passer. Et quand vous allez sur les grandes artères, regardez le béton là, les séparateurs. Bon, un véhicule qui rentre dedans, le séparateur reste dans cette position là, qui gère. Bon. Et vous savez qu'une route, monsieur Alain, lorsqu'on la construit en monocouche, il nous faut au minimum, au maximum, 6 à 8 mois. On regarde le trafic. Si la route commence à s'affaisser, on la répare avant de mettre la deuxième couche. Mais est-ce qu'on a laissé de routes à monocouche et ces routes vont au-delà d'une année et commencent à se détériorer? La conséquence est financière, monsieur Alain. Ça veut dire on sera obligé de reprendre les mêmes routes. Oui, mais on vous avec sent, quel argent? Professeur, on vous sent très critique sur le travail de l'exécutif provincial, mais vous ne voyez que le côté négatif. Est-ce que vous avez vu, par exemple, dans quel état l'aéroport de Kolwezi se trouve aujourd'hui? C'est quand même un bijou bien réalisé par la même province que vous critiquez. Maman gouverneur, on l'a vu lancer des chantiers, des grandes routes, les œuvres qui sont réalisées. Il y a eu de nouvelles sociétés provinciales avec des jeunes qui ont été placés à la tête de ces jeunes entreprises qui vont faciliter notamment les transports, l'électricité, etc., etc. Tout ça, vous ne voyez pas. Monsieur Alain, je suis un notable Lualabé. Je me dois d'être critique pour aider mes frères et sœurs qui commandent la province afin d'améliorer la gouvernance. Saluez aussi ce qui marche. Vous savez que les images que vous avez mises là-bas, on a vu le président de la République inaugurer des ouvrages. Vous savez que dans le budget 2026, on reprend des ouvrages pourtant inaugurés par le président de la République. N'empêche que vous saluez cela. Vous avez... C'est quand même bien. Le départ est bon, mais on le fait mal. Parce que comment un ouvrage inauguré par le président de la République en 2025 revient dans le budget 2026? Je peux vous donner l'exemple du palais du Congrès et même l'aéroport, n'en parlons même pas, parce que je vous avais dit, ce n'est pas l'aéroport qui a été inauguré. Pour preuve, à votre dernier voyage, je ne vous ai pas vu atterrir à l'aéroport nouvellement inauguré. Merci beaucoup. Voilà tout le problème et le contraste. Donc, la gouvernance publique exige un débat public. Merci. Et tous les citoyens doivent suivre ce qui s'est fait. Tout ce qui a été dit ici, nous allons faire un effort d'approcher les membres de l'Assemblée provinciale et les communicateurs du gouvernement provincial pour nous apporter des éléments contraires à tout ce qui a été affirmé ici, notamment sur le budget. On pourra avoir une émission spéciale pour discuter avec les documents officiels sur ce qui est en réalité prévu dans le budget de 2026 au Lualaba. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me convier au débat citoyen sur notre société. Merci aussi à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Politico, c'est à retrouver en rediffusion tout ce week-end sur Mikuba Télévision, disponible quand et où vous voulez sur l'application officielle du groupe Canal+. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, merci de nous rester fidèles.